Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ça y est, on se retrouve pour le Maïeko Talks du mois. Ce mois-ci, je ne suis plus toute seule au micro du podcast et j'accueille une invitée, puisque j'accueille Maryse Colson, qui est Head of People Office chez Euranova. Bonjour Maryse. Bonjour Marline. Comment est-ce que tu vas ? Très bien. Eh ben écoute, moi aussi, je suis ravie de découvrir. Nous sommes actuellement là à Mont-Saint-Guibert. Moi, je viens pas souvent dans ce coin-ci, donc je suis ravie de découvrir un petit peu les environs pour enregistrer avec toi. Avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Je m'appelle Maryse Colson, j'ai 38 ans, je suis une maman de 2 beaux grands-enfants et je suis Head of People Office chez Euranova. J'ai une formation en littérature et linguistique française. J'en garde une passion pour la lecture, le théâtre et l'écriture, mais aujourd'hui, mon scope de responsabilité, c'est davantage la gestion de la carrière, la culture d'entreprise, le change management et toutes les matières humaines au sein d'Euranova. Tu peux un peu nous expliquer ton parcours, comment on t'est passé de justement un peu tout ce qui est formation, littérature, etc., à ce côté un peu plus RH, on va dire, dans l'entreprise ? Eh bien, c'était un heureux hasard parce qu'à l'époque où j'ai terminé ma thèse de doctorat, je recherchais un travail et il y avait cette offre d'emploi chez Euranova. Ils cherchaient un responsable ou une responsable des relations extérieures. Et je me suis présentée et le courant est très bien passé avec les cofondateurs qui ont eu l'audace de se dire, tiens, voilà des compétences qu'on n'a pas en interne, ce serait super intéressant de les avoir et de voir ce que ça peut créer comme dynamique et comme synergie. Et donc, j'ai commencé comme ça et j'ai eu la chance de voir plein de facettes de l'entreprise en travaillant sur la communication, les relations extérieures, un peu de marketing aussi. Et finalement, c'est grâce à la crise du coronavirus que je me suis intéressée davantage aux matières humaines, où là, un des cofondateurs a dit, mais en fait, ce que tu devrais faire, c'est téléphoner à tous nos employés pour voir comment ils vont. Et en fait, de mettre un vrai lien humain dans la collaboration. Il y en avait déjà un, évidemment, mais c'était une manière de le signifier d'une manière toute différente, évidemment, quand on s'est retrouvés confinés en mars 2020. J'ai aussi travaillé sur la gestion de la carrière, qui est particulière dans un cabinet de conseil. On travaille avec des consultants qui travaillent sur différents projets, chez des clients très variés, des technologies très variées. Donc, comment est-ce qu'on gère sa carrière dans ce cas-là ? Et donc, voilà. Donc, c'est grâce au Covid-19 que je suis arrivée dans les RH et que je les ai pas quittés encore. J'aime bien que tu dises grâce au Covid, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que le Covid nous a amené beaucoup de questionnements et de difficultés, et quelque part toi ça t'a permis aussi de te diriger vers ce côté un peu plus humain, un peu plus RH entre guillemets. Donc c'est assez chouette, je trouve, de voir cette évolution là. Comment on fait concrètement pour se dire c'est quoi un peu les perspectives d'évolution des gens dans la société, comment on peut leur proposer justement d'évoluer, etc. C'est quoi un peu la gestion de carrière qu'on fait dans la consultance, justement, qui a plein d'enjeux? Alors, c'est un très vaste sujet. J'ai pas mal potassé sur le sujet avant de sortir un framework de carrière pour aider nos employés. Initialement, chez Euranova, on disait aux gens, si tu veux faire quelque chose, fais-le. On est vraiment dans une entreprise où les gens ont la main, les gens ont vraiment les possibilités et le soutien pour faire progresser l'entreprise dans n'importe quel axe. Et toutes les belles choses qui sont nées chez Euranova sont à l'initiative d'employés. Donc ça, c'est vraiment top de se le dire. Mais au bout d'un moment, quand on est plus de 100, dire à tout le monde « fais ce que tu veux », c'est vite chaotique. Alors, il faut mettre un petit peu de cadre. Et donc, on s'est demandé, tiens, quel genre de profil on a ? Il y a des gens qui veulent augmenter leur impact d'un point de vue business. Il y a des gens qui veulent creuser leur expertise d'un point de vue purement technologique. Il y a des gens qui veulent ramener ces deux notions ensemble, le business et le technologique. Il y a aussi des gens qui sont dans des années de carrière, oui, ils veulent maintenir un minimum, en fait. Il y a peut-être quelque chose de très important qui se passe dans leur vie personnelle. Ils deviennent parents, ou ils perdent un papa ou une maman, ou ils déménagent. Et juste se contenter de son rôle et de bien faire son travail, performer tranquillement, c'est aussi important. Et donc, on s'est dit, dans ce
dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on peut proposer comme soutien aux gens? Et donc on leur propose d'évoluer à leur rythme, dans un cadre, en travaillant sur des aspects qui tiennent de l'autonomie, à quel point est-ce que je suis autonome dans mon travail, bien connectée aux gens autour de moi pour aller chercher les bonnes expertises quand j'en ai besoin. Par rapport à leur impact, quel est l'impact que j'ai chez un client? Quel est l'impact que j'ai au sein de la société? Et puis grandir d'un point de vue soft skills, parce que les soft skills, c'est évidemment hyper important quand on est un consultant et n'importe quel professionnel, je crois. Et aussi en termes de partage de connaissances. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met au cœur de notre entreprise, l'éducation, la formation continue, et à quel point est-ce que les gens participent à ce trésor de connaissances chez Uranova. J'ai envie de revenir sur cette notion d'autonomie parce que c'est quelque chose que j'aborde souvent dans le podcast avec les invités. Il y a un peu ce côté, quelle est l'autonomie versus le cadre? Parce que c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à trouver le curseur entre faut mettre un cadre et tu le dis, quand on a plus de 100 collaborateurs, bah, tout le monde peut pas faire tout ce qu'il veut parce que sinon ça part dans tous les sens. Et donc, il est où le curseur entre le cadre et l'autonomie? Parce que je crois que c'est un des points les plus compliqués aujourd'hui à trouver. Donc, comment vous faites, vous, chez Euranova, pour trouver où mettre ce curseur-là? Donc c'est juste, je pense que un cadre est vraiment important pour qu'on se sente en sécurité et bien aligné avec la mission de l'entreprise. Et un cadre, finalement, c'est définir une mission, définir des valeurs, définir une expertise, définir des priorités, Ouais. d'une certaine manière. Et il est aussi drôlement important de permettre aux personnes d'avoir une certaine liberté dans ce cadre. Mhm. C'est comme un bac à sable. Voilà, le sable, il reste à l'intérieur du bac à sable, mais tu fais ce que tu veux avec le sable. J'adore cette métaphore. Elle est enfantine, mais elle est bien imagée, je crois. Et donc, c'est proposer aux gens ce cadre en étant très clair sur des attentes, mais en leur permettant de les réaliser comme ils le veulent. Ouais. En étant toujours bien, bien connecté aux gens. Parce que l'autonomie, c'est pas être seul. On confond parfois. Mhm. Autonome, c'est pas forcément faire les choses en solo. C'est faire les choses avec détermination, en étant bien informé, en étant bien entouré, en ayant des objectifs clairs. J'aime bien cette notion d'autonomie et de solitude. C'est vrai que c'est pas parce que tu es autonome que tu es seul. Et justement, par rapport à ça, à quel point est-ce que... Parce que donc, vous avez des consultants qui vont dans des entreprises et qui restent... C'est des missions courtes, c'est des missions longues? Ça dépend. Ça peut être des missions de quelques semaines jusqu'à des missions de 2-3 ans parfois. Ouais. Donc, quand tu as tes consultants qui vont chez les clients, en fait, ils se voient peut-être un peu moins ici au sein de Ranova, en fait. Et donc, comment tu fais pour créer une culture d'entreprise et un lien dans l'équipe avec des gens qui sont souvent à l'externe, on va dire, par rapport à la société? Eh bien ça, c'est une notion qu'on a toujours défendue très fortement chez Uranova depuis des années. Donc, on existe depuis 16 ans. Et, déjà, il y a 16 ans, on encourageait les consultants à revenir travailler depuis notre HQ. En disant au moins une fois par semaine, revenez travailler. Comme ça, vous pouvez discuter avec les autres collègues avec lesquels vous travaillez pas, vous partagez des connaissances, vous partagez des use cases que vous rencontrez, vous vous enrichissez. Il faut bien se souvenir aussi qu'on est des consultants, on n'est pas des internes. Donc, nos clients attendent une valeur ajoutée, attendent un regard extérieur. Et donc, c'est une richesse autant pour le consultant que pour le client d'avoir ce lien très nourri en interne. Donc, je parle ici d'il y a 10 ans où il y avait encore un peu de réticence parfois à travailler en remote ou depuis la structure mère. Depuis le Covid, voilà encore une chose que le Covid nous a apporté de bon, beaucoup plus de flexibilité par rapport à l'endroit où on travaille. Et donc, la tendance chez Ranova, c'est travailler 2 jours semaine, souvent 2-3 jours chez les clients, parce que c'est drôlement important d'être en contact, de comprendre ce qui se passe, d'être en empathie avec le système de notre client, de faire un peu de remote office pour ceux qui aiment travailler depuis chez eux, et surtout de venir ici, chez Ranova, pour être au contact des collègues et pour participer à des événements de partage de connaissances, avec des communautés de pratique qui se regroupent pour discuter des expertises, avec aussi une grosse vie sociale. Il y a une grosse vie sociale chez Ranova, que ce soit pour les after-work ou pour des petits tours jogging dans le parc sur le temps de midi. Donc, il y a une vraie cohésion d'équipe qui participe de la culture. Sur site, là, ici, tu as combien de personnes en général, en moyenne? Ça dépend des jours. Je pense qu'on peut monter jusqu'à une 50aine de personnes. Ok, ouais. Donc tout le monde n'est jamais sur site en même temps. Non, c'est très très rare ça, oui.
Et du coup, quand, tout le monde n'est pas sur site, comment tu fais? Est-ce que c'est les événements, comme tu dis, after work et cetera, qui vont, essayer de maintenir cette culture où tout le monde se croise? Ou est-ce qu'il y a des moments, des choses que vous allez mettre en place pour que tout le monde soit là à un instant T ou? Oui, il y a des rituels qui constituent vraiment notre équipe. Donc, il y a, comme dans beaucoup d'entreprises, des team building 1 ou 2 fois par an, ça c'est évident. Mais on a essayé d'ancrer dans la culture d'entreprise des événements importants qui ont lieu et qui ont trait au travail, en fait. Et donc, une fois tous les trimestres, on rassemble ici en soirée, on partage des informations importantes sur la société, on partage des cas d'utilisation, des informations importantes, des présentations de nouveaux consultants. Mmh. Et c'est un moment que les gens adorent, où il y a une extraordinaire ambiance, très conviviale, mais à la fois aussi orientée travail. Mmh. Et donc je pense que ce sont dans ces petits rituels-là, heu, dans les plateformes d'apprentissage aussi, dans l'intranet où on peut trouver une sorte de cohésion. Toi, ça fait, 10 ans, tu as fêté récemment tes 10 ans, Oui, tout à ici. fait. Félicitations déjà. Merci. Et là, aujourd'hui et surtout avec cette fameuse, Gen Z qui arrive, où on a un peu l'impression qu'elle change tout le temps et cetera. 10 ans, on se dit, dans la même boîte, c'est long et en même temps c'est court. Mmh. Mais donc ça montre aussi de ta part un certain gage de fidélité par rapport à l'entreprise. Quels sont selon toi les facteurs qui ont fait que, bah, tu es restée engagée à l'entreprise et que ça fait 10 ans que tu es ici? Je pense qu'il y a beaucoup il y a 3 éléments. Je pense qu'un des éléments importants, c'est les gens. Les gens qui travaillent ici sont vraiment des gens brillants, vraiment tellement gentils, tellement engagés dans ce qu'ils font. J'estime avoir énormément de chance de pouvoir travailler avec des personnes, tellement, éduquées, brillantes, curieuses, avec des attitudes incroyables. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec ces gens-là. Hem, D'autre part, il y a la mission même de Ranova qui est de faire de la consultance différemment, de proposer un autre modèle, hem, de créer cette culture d'entreprise tellement particulière, qui résonne en tout cas avec mes propres valeurs. Donc en termes de mission d'entreprise, je m'y retrouve vraiment. Et enfin, il y a cette opportunité géniale qui est, voilà, quelqu'un qui a un profil totalement différent, une formation différente, qu'est-ce qu'on va faire de ses compétences? Et donc pouvoir, moi, utiliser mes compétences, pour une société, bah, c'est vraiment un plaisir, en fait. C'est vraiment très, très chouette d'avoir une sorte de carte blanche, de pouvoir essayer des choses. Donc voilà, je pense que c'est ça qui participe et surtout se dire, la longévité tient aussi au fait qu'on a toujours envie de faire partie de la solution. Quand on observe un problème, tant qu'on se dit: «OK, je peux contribuer à améliorer les choses», ça donne envie de rester, Mmh. d'une certaine manière. J'aime bien cette vision de faire partie de la solution. C'est hyper intéressant, je trouve, comme, point de vue. Et effectivement, bah, on a souvent ces piliers aujourd'hui de, la reconnaissance et donc tu dis l'utilisation de mes compétences à bon escient, qui est hyper importante. Donc toi, est-ce que justement enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ces compétences, de comment elles ont évolué, en fait, sur ces 10 années? Est-ce que toi, tu as grandi aussi? Et est-ce que le chemin que tu as pu et la place que tu as pu avoir dans l'entreprise a aussi évolué en même temps que toi? Ou est-ce qu'elle t'a fait grandir? Enfin, c'est un peu quoi la position par rapport à ces compétences-là et à leur évolution au sein de la société? Oui, je pense que j'ai énormément grandi. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un département achat quand je suis arrivée, ici. Donc, je j'ai appris énormément de choses, et heureusement d'ailleurs en 10 ans d'apprendre, quelque Mmh. chose. Heu, oui, forcément, en 10 ans, on évolue, on apprend des choses sur les autres, sur le monde, sur soi aussi, énormément. On grandit, on permet aux autres de grandir aussi, ça c'est formidable, ça, une grande chance. Et par rapport aussi à la fidélité, je pense que, ça c'est quelque chose que n'importe qui peut se poser cette question. À quel point est-ce que je comble mes besoins en termes de pyramide de besoins? Donc si on se réfère à la théorie de William Maslow qui montre les besoins humains sur une pyramide avec tout en bas les besoins physiologiques et puis les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin de réalisation de soi. En fait, il y a des entreprises qui permettent à leurs employés de couvrir tous les niveaux de cette pyramide. Et pour autant qu'on parvienne à aligner ses besoins, ses ambitions avec la proposition de valeur de l'entreprise, je pense qu'on peut rester très longtemps dans cette entreprise. Mmh, ouais. Est-ce que tu crois que, il y a beaucoup d'entreprises qui le font? Et parce que c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sait rester longtemps dans une entreprise? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entreprises qui permettent justement de couvrir tous ces besoins? Ou il y a encore de la marge? Je ne connais pas toutes les entreprises et je ne sais pas comment
Les départements RH envisagent ça, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus une demande des nouvelles générations. Mmh. D'être épanoui dans son travail, d'avoir un sentiment d'appartenance, de mettre du sens dans ce qu'on fait. J'ai l'impression que ça va être un axiome pour les prochaines années, pour le monde de l'entreprise. Toi, du coup, on a compris un peu les piliers qui ont fait que tu es restée fidèle à l'entreprise. Qu'est-ce qui est mis en place au sein, de Ranova pour justement, fidéliser les collaborateurs et qu'il y ait pas un taux de turnover qui soit, trop important? Il y a un gros effort qui est mis sur la connaissance, sur l'éducation, sur la formation. Et donc, notre société de consultance permet à beaucoup de jeunes ingénieurs, mais aussi des plus âgés, mais de rencontrer plein de milieux industriels différents, plein de technologies différentes, plein de rôles différents, de tester plein de choses en fait. Et donc, je pense que c'est ça que les gens aiment beaucoup chez nous, c'est cette possibilité de tester, de se former, d'apprendre, d'être au contact de gens assez brillants qui sont OK de partager leurs compétences, d'enseigner. Et je pense qu'il y a une vraie dynamique de ce côté-là. Donc, on a beaucoup, beaucoup de jeunes, mais on a aussi des moins jeunes qui aiment beaucoup rester chez nous parce qu'ils résonnent avec la mission, parce qu'ils sont bien et parce qu'ils peuvent effectivement s'épanouir dans ce qu'ils font. Tu disais aussi le côté, tiens, diversifié. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chez vous, qui sont en demande de justement, toucher à plusieurs secteurs, voir différentes choses et qui aiment vraiment ce côté, diversité? Ou est-ce que tu as aussi des profils qui sont très, «Je fais un truc et j'aime bien faire que ce truc-là»? Il y a les 2. Il y a les 2, mais il y a plus de la première catégorie, parce que souvent on s'engage dans la consultance justement parce qu'on veut de la diversification, parce qu'on veut différents projets, et on veut voir différentes choses et relever des défis aussi, arriver dans des situations, parfois, un peu chaotiques, et se dire, «En fait, je suis consultant, j'arrive avec un œil extérieur, j'arrive avec des compétences et je vais aider des gens à mettre les choses en place». Donc c'est une super mission et un super impact. Pour être consultant chez vous, il faut un certain type de profil ou est-ce que c'est des gens qui peuvent venir de plein de secteurs variés? C'est principalement des ingénieurs en informatique ou en sciences des données, donc des bac +5 minimum, ce qui nous assure en fait une formation, théorique, assez costaude. Ouais. Donc ça c'est le type de profil, qui travaille chez nous. Et d'ailleurs, justement, on parle beaucoup de ce profil-là parce qu'on se dit, c'est souvent un profil qui est majoritairement masculin. Mmh. Tu sais me donner la proportion d'hommes et de femmes, que vous avez dans la société? Je pense qu'on doit être à 20 de profil féminin et la proportion augmente, quand on se rapproche des fonctions de support. Ouais. Donc admin, RH, communication, ce sont des filles principalement. Oui, on a peu de techniciennes comme Mmh. dans Ouais, c'est dans ce ça. secteur-là. C'est quoi les enjeux, de travailler dans un milieu qui est majoritairement masculin? Je pense qu'on est très privilégiés chez Ranova. On travaille avec des ingénieurs et des ingénieurs, donc une population extrêmement, éduquée, consciente des enjeux de diversité, d'égalité, d'équité. Mmh. Hem, il y a aucun problème. On Comme en plus, on se concentre énormément sur les compétences techniques, les compétences, en général, en fait, une compétence n'a pas de genre. Ouais. Et donc les gens savent qu'ils sont là pour leurs compétences et pas parce qu'ils sont, hommes ou femmes, peu importe. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'être dans un secteur où il y a en tout cas, parmi nos consultants, j'ai rarement entendu parler de problématiques de genre ou de biais par rapport à ces questions-là. Puis on est très jeunes aussi, donc les mentalités sont hyper avancées. Parfois, on rencontre des situations différentes chez des clients, ça arrive. Mmh. Et là, il faut faire preuve d'empathie, de comprendre que le milieu n'est pas le même, que la culture n'est pas la même et il faut essayer de s'adapter. Là, parfois, c'est différent. Il y a des fois où ça a un peu bloqué justement, chez certains clients, où tu disais la culture d'entreprise que nous, on instaure chez Euranova et qu'on a envie d'inculquer aussi et d'apporter avec nous à nos clients est complètement aux antipodes de ce qu'on peut voir chez le client et donc du coup ça matche pas. C'est déjà arrivé ça? Il y a déjà eu des situations un peu problématiques, oui. On essaie d'en apprendre quelque chose. Mmh. On change la configuration de l'équipe éventuellement pour que ce soit plus fluide. Nous, on apprend des choses. Le client peut éventuellement parfois en tirer du feedback aussi. Hem, on essaie de rien imposer parce qu'une culture est là pour une bonne raison. Nous, on a choisi une culture,
moderne, plutôt adocratique, plutôt ouverte et très plate en termes de hiérarchie, il n'y en a pas. Parce que ça nous convient, parce qu'on est heureux comme ça, mais on comprend que dans d'autres systèmes, ça ne fonctionne pas et qu'il vaut mieux des cultures ou des hiérarchies plus traditionnelles. Mmh. C'est quoi le mot que tu as dit juste avant? Adocratie? Adocratie. Adocratie. Tu sais l'expliquer pour nos auditeurs? Oui, donc ça, ce sont dans les théories du management les différents types d'organisations. Il y a différents types d'organisations parmi les entreprises. L'adocratie, c'est quoi? C'est une structure qui permet de survivre dans un environnement très, très instable, très incertain et très mouvant. Et donc, le monde de la consultance, c'est bien ça. On ne sait jamais dans quel environnement on va débarquer, sur quel projet, etc. Il faut tout le temps se réadapter. L'adocratie est aussi caractérisée par des profils hyper spécialisés, OK. avec un haut niveau d'expertise, qui peuvent s'adapter. Donc, sur un projet, je peux être team lead, mais sur un autre projet, je peux juste être suiveur ou développeur ou prendre une autre fonction. Je suis sur un projet parce que j'ai des compétences et parce que j'ai un point de vue intéressant à donner. Pas forcément parce que je suis le chef. Voilà, on est là pour des raisons qui tiennent vraiment à nos compétences. Et c'est un type de structure très malléable qui, par exemple, est utilisé à la NASA ou chez IBM. Donc, quand il y a des enjeux, des projets, eh ben, on s'organise pour le bien du projet. C'est ça. Et c'est une culture qui va avec un ensemble de croyances, par exemple. Personne ne devrait être en surcharge. Parce que dans ce genre d'environnement hyper stimulant, où tout est toujours possible, où on peut aller sur n'importe quel projet, il faut pouvoir mettre des limites pour ne pas exploser. Et donc, mettre des limites, c'est aussi bien proposer à quelqu'un son aide ou demander de l'aide. Tu parles des limites. Comment est-ce que tu fais, toi, avec, les collaborateurs de chez Ranova pour leur aider, enfin les aider justement à mettre des limites? C'est un vrai challenge parce que l'environnement, comme je le disais, est assez stimulant. Tout est toujours possible. On peut participer à n'importe quel projet, on peut contribuer, etc. Et c'est vrai que parfois, on peut recevoir plein de demandes parce qu'on voit qu'on est quelqu'un de compétent, alors on reçoit plein de demandes et ça risque de déborder. Et donc, il est important de se mettre des limites. Et pour ça, qu'est-ce qui est mis en place? Je pense que ce Career Framework qui explique en fonction du rôle et des années et de l'expérience quelles sont les attentes concrètes du système permet de remettre les choses en place en se disant « Ok, moi, je suis dans ce rôle-là, j'aimerais bien aller vers cette trajectoire-là, mais je ne vais pas prendre plus de charges sur mes épaules. C'est pas ce qu'on me demande, donc je vais être raisonnable. » On essaye aussi de donner pas mal d'outils de communication. Ouais. On se base un peu sur la PNL, l'analyse transactionnelle, la psychologie. On mélange plein de choses en disant bien, c'est une boîte à outils, ce n'est pas la vérité, ce sont juste des grilles de lecture qui peuvent aider à résoudre des situations. Et donc, tout le monde partage les mêmes outils, donc ça c'est vraiment très pratique parce qu'on sait tous de quoi on parle. Et ce sont des outils qui permettent aussi de mieux se connaître, de savoir où sont ses limites, de savoir quel est le sens, quelles sont nos croyances limitantes. Voilà, donc je pense que dans un environnement hyper stimulant où on risque de prendre trop, d'être trop gourmand, bien se connaître Mmh. est le meilleur moyen de se poser ses limites. Ouais, c'est ça, bien se connaître et puis comme tu le dis, favoriser dans l'environnement la communication, en fait. Si j'entends bien, c'est assez, clé pour toi, ici au sein de Ranova. Tout à fait, avoir un environnement qui est bienveillant, ça c'est aussi nécessaire pour pouvoir se donner du feedback aussi, mais bienveillant pour pouvoir entendre, ok, là t'as pris un petit peu trop, c'est pas grave, abandonne quelque chose et concentre-toi plutôt sur une seule tâche. On a parlé tout à l'heure un peu de la proportion homme-femme au sein de l'entreprise, et cetera. Toi, tu fais aussi partie de la délégation, internationale Elle Bouge. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur cette délégation? Mhm. Donc, Elle Bouge est une association d'origine française qui est une ASBL en termes belges et qui part du constat qu'il y a vraiment très peu de femmes dans les milieux STEAM, donc scientifiques, technologiques, monde de l'ingénieur et des mathématiques. Très peu de femmes dans les industries, très peu de femmes au sortir des grandes écoles et des universités, très peu de femmes en première année, mais pas pour autant peu de femmes dans les options scientifiques au lycée et au collège. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Les filles ont un déficit de confiance en elles quand elles veulent s'engager dans des carrières scientifiques et technologiques. Mais évidemment, le problème de si peu de femmes dans les STEM, c'est un problème multifactoriel, mais l'association Elle Bouge se concentre sur un seul facteur qui est la représentativité de ces femmes auprès des enfants et des adolescents. Mmh. Et donc, Elle Bouge a cette mission de représenter les femmes actives dans les milieux technologiques, mathématiques, de l'ingénieur et scientifique auprès des enfants
de 5e et 6e primaire, mais aussi auprès des adolescentes pour pouvoir témoigner, partager leur passion et ouvrir des perspectives de professionnels aux jeunes. C'est ça. Et toi, tu vois le pont entre Elle Bouge et ce que vous faites à ce niveau-là pour avoir des rôles modèles féminins. Et ici, Euranova, où tu me disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a peu de femmes dans les fonctions, on va dire, qui sont plus orientées tech et consultance. Comment tu fais le pont entre les deux? Je fais le pont parce que j'encourage mes collègues féminines à aller prendre la parole dans des événements Elle Bouge. Mhm. Et d'ailleurs, c'est un vrai bonheur de donner une plateforme de parole à toutes ces femmes brillantes. Moi, je kiffe ça, j'adore. Il y a un sentiment de sororité aussi assez incroyable par rapport à cette problématique-là en Belgique qui est vraiment extraordinaire. Euh, je pense que c'est aussi avec Elle Bouge un devoir d'éducation et de partage en termes... voilà, nous, ce qu'on fait en termes scientifiques, technologiques. Voilà des super industries qui existent en Belgique. Ouais. Faisons-les connaître. On a des fleurons de l'industrie ici exceptionnels. Les gens savent pas que ça existe, ou à peine. Et je trouve ça super important d'aller présenter ces métiers-là. Et parfois, on n'a pas l'impact... on n'est jamais sûr qu'on va permettre à un enfant de faire les STEM, mais au moins, on lui aura ouvert une petite porte dans son horizon. Il aura rencontré quelque chose de différent. Parce qu'on n'a pas tous la chance de grandir dans une famille d'ingénieurs. Ouais. Parfois, on ne sait pas ce que c'est. Et il y a tellement de noms bizarres, project manager ou data officer ou data translator. Enfin bref, il y a tellement de choses. Faisons connaître ça aux enfants. Et donc, en termes de transmission, je pense que c'est super chouette. C'est aussi extrêmement valorisant pour un professionnel d'aller parler à des enfants, d'aller parler à des jeunes, de répondre à des questions et de leur permettre aussi de poser les bonnes questions, des vraies questions. Combien est-ce que vous gagnez? Est-ce que c'était difficile de faire vos études? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Il n'y a pas de tabou et je pense que c'est aussi vachement riche de faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est hyper riche aussi, je trouve. Et c'est vrai que quand t'es jeune, tu sais pas spécialement les perspectives qu'il y a. Et c'est vrai que t'es très conditionné à l'éducation que tu vas avoir, à ce qu'on va te montrer chez toi, à ce qu'a fait ta famille aussi. Et donc, tu peux très vite ne pas t'intéresser à plein de choses parce que tu penses que c'est pas possible, en fait. Et donc, quelque part, ouvrir un peu ce champ des possibles-là aux jeunes, c'est hyper intéressant aussi. Qu'est-ce que t'en retires, toi, personnellement, de faire partie de ce mouvement-là? Moi, je me sens très chanceuse. Mais la chance, c'est une compétence. Je, je me sens très chanceuse d'être là parce que je suis en contact avec plein de femmes incroyables, extrêmement courageuses, extrêmement déterminées, hyper inspirantes. Donc ça, je me sens fière et heureuse de contribuer à leur donner cette plateforme de transmission et de partage de leur métier. J'aime bien aussi me dire que je travaille pour un petit peu, un tout petit peu, pour un monde meilleur en fait, pour me dire que les enfants ou les prochaines générations auront plus de possibilités que nous, moins de biais, de croyances limitantes, plus de possibilités, un monde plus ouvert. J'espère pouvoir, comme un petit colibri, œuvrer à ça. Y contribuer. Justement, ça me permet de faire le pont. C'est parfait, tu fais toi-même les transitions entre les questions, j'adore. Ça me permet de faire le pont avec la dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet épisode. Et c'est un peu la question signature que je pose à tous mes invités. Tu parlais justement de contribuer à un monde meilleur et à ce monde de demain. Et moi, la question que j'ai pour toi, c'est aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'on connaît, environnementaux, sociétaux, sociaux dont on a parlé, quelle est, selon toi, la vision du travail de demain? À quoi il doit ressembler le travail demain, en fait, pour qu'il soit plus durable et plus épanouissant pour tous? Je pense qu'actuellement, on est dans une drôle de conjoncture avec une situation géopolitique archi incertaine, très anxiogène même, et en parallèle, une explosion de l'utilisation des generative AI qui remettent vraiment en question le travail qu'on est en train de faire. Et beaucoup de personnes sont en train de se demander, mais est-ce que mon travail va encore servir demain? Et donc, je pense on a déjà entamé cette transition, mais on va vers plus de sens. Je pense que vraiment, le travail de demain est un travail qui aligne la personne sur ce qu'elle fait, sur la mission de son travail. Donc, une grande importance au sens, une grande importance à l'humain, à ces liens humains pour lesquels Generative AI ne va rien pouvoir pour nous, je crois. Et une revalorisation extrême de tout ce qui est artisanat et métier manuel.
Parce que là non plus, on va pas, on aura de plus en plus des exosquelettes qui vont pouvoir faire les choses pour nous, mais les métiers manuels, les métiers du soin, tous ces métiers-là, j'espère vraiment qu'on va vers une revalorisation de leur impact. Mmh. Donc plus humain, plus, de sens et plus de revalorisation des métiers manuels. Exact. OK. Bah, écoute, j'aime beaucoup cette définition du travail de demain. Avant de te quitter, Maryse, est-ce qu'il y a un petit point de contact où les gens peuvent te retrouver ou en apprendre plus sur, Euranova? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, comme beaucoup de professionnels, et pour Euranova aussi, pour suivre les informations et les actualités d'Euranova, on peut aussi suivre la page LinkedIn d'Euranova. OK, LinkedIn, le site internet aussi, j'imagine. Qui va être refait. Donc, Ah, voilà. je préfère envoyer les gens... Sur LinkedIn plutôt que sur le site Tout à fait. internet. OK, super. Bah, écoute, moi, je mettrai, tous les liens de toute façon en description de cet épisode pour te retrouver et aussi pour en apprendre plus sur Euranova. Maryse, merci beaucoup pour cet épisode, Merci à toi. très sympa. Moi, j'ai adoré échanger avec toi. J'espère que pour nos auditeurs, ça leur a plu aussi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode avec Maryse. Une très belle journée à tous. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un épisode hyper riche et un condensé d'informations super intéressantes. J'espère que Maryse t'aura inspiré d'une manière ou d'une autre par sa vision du travail. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, roulement de tambour, tadadada, que je ne sais toujours pas faire, tu l'as compris. La semaine prochaine, on parlera de baby-foot, de corbeille de fruits et de cours de yoga en entreprise.